Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité Sarah El Haïry. Bonjour. Bonjour. Alors à 4 mois de la présidentielle, l'entrée en campagne de Valérie Pécresse accompagnée de sondages flatteurs semble changer la donne. Face à une droite en ordre de marche, une extrême droite au zénith et une gauche affaiblie, alors quelle doit être la stratégie d'Emmanuel Macron ? Comment doit-il répondre aux attentes des Français et comment les faire rêver, leur donner envie de France, pour reprendre le titre du livre que vous venez de publier aux éditions de l'Observatoire. Mais pour commencer, Sarah El Haïry, après près de 5 ans de mandat d'Emmanuel Macron, dont près de 2 ans de crise sanitaire, le pays est-il à bout ou est-il en déclin, comme l'affirme la droite, l'extrême droite et encore Laurent Wauquiez, aujourd'hui même dans le journal du dimanche. Le pays en déclin, la France en déclin. Monsieur Aziza, le déclinisme, le fait d'abandonner, ça, c'est exactement les mots et la philosophie de l'extrême droite. Aujourd'hui, on voit une droite qui regarde, qui lorgne sur l'extrême droite, au point de reprendre ses propres mots. Et j'ai bien lu la tribune de Laurent Wauquiez dans le JDD d'aujourd'hui. L'interview de Laurent Wauquiez dans le JDD d'aujourd'hui. Ce sont les mêmes propos. Moi, ce que je vois, c'est une France qui se relève. C'est une France qui, alors même qu'on lui prédisait le pire avec cette crise sanitaire, a le taux de chômage le plus bas de France. Une France qui repart avec une croissance. 3 millions de jeunes qui ont un job avec le plan Un jeune, une solution. Une relance économique, une réindustrialisation, une réindustrialisation sur nos territoires. Monsieur Aziza, je ne vois ni déclinisme, ni France à bout. Je vois une France qui renaît, au contraire, et qui est solide. Ce que vous venez de dire, c'est pas uniquement des éléments de langage ? Monsieur Aziza, moi je peux vous prouver ça exemple par exemple. Quand on a aujourd'hui 10 milliards d'euros de baisse d'impôts de production et d'impôts sur les sociétés, quand on a 5 milliards d'euros de baisse d'impôts pour les ménages, pour les familles, plus la suppression de la taxe d'habitation, plus aujourd'hui un investissement massif pour l'emploi, 10 milliards pour nos jeunes, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui l'exemple, l'illustration que non, notre pays va bien et au contraire est un leader économique, leader sur le marché du travail. Vous savez ce que disent les entreprises aujourd'hui, monsieur Aziza ? C'est qu'aujourd'hui, il manque de bras. Voilà la réalité. C'est que notre pays repart et repart bien, et c'est pas du tout la France qui pleure comme celle qu'on a lue dans le JDD aujourd'hui. Donc c'est pas le déclin, en tout cas Valérie Pécresse, qui donc a été investie il y a une semaine, est-ce qu'elle ne risque pas de concurrencer Emmanuel Macron chez notamment les électeurs de droite modérés, c'est-à-dire quelque part les électeurs du MoDem, puisque vous faites partie du MoDem, vous êtes l'une des responsables des dirigeants du MoDem. Moi, ce que je vois, monsieur Aziza, c'est que Madame Pécresse, elle a passé la semaine à essayer de garder l'unité de sa famille politique. Elle n'a pas parlé aux Français. Elle a fait lundi Éric Ciotti, mardi Michel Barnier, mercredi Xavier Bertrand et puis Monsieur Juvin. Finalement, Madame Pécresse, elle fait quoi aujourd'hui ? Elle essaye de garder une unité de façade. Parce que les lignes dans les Républicains, chez les Républicains aujourd'hui, ce sont des lignes irréconciliables. Alors on parlera du fond. J'ai hâte de savoir, moi, qu'est-ce que Valérie Pécresse pense vraiment de l'interview de Monsieur Wauquiez aujourd'hui. On va en parler précisément de cette interview de Laurent Wauquiez. D'abord, sur le fond, qu'est-ce qui différencie Emmanuel Macron de Valérie Pécresse ? Absolument tout, monsieur Aziza. Il se trouve que le programme de Madame Pécresse aujourd'hui, eh bien, c'est notre bilan. Baisse des impôts de production, renforcement du soutien au recrutement de l'emploi des jeunes, plan massif pour le logement, baisse d'impôts sur 13e mois pour les plus petits salaires, ceux qui sont autour du SMIC, renforcement du soutien aux familles. Son programme, c'est notre bilan. Elle n'en a gardé par contre, monsieur Aziza, en réalité, que le pire. Moi, j'ai hâte que Madame Pécresse... Le pire de votre bilan ? Non, le pire du programme de Monsieur Fillon de 2017. Parce que moi, j'ai hâte de savoir pourquoi ou comment elle explique qu'elle va baisser de 150 000 fonctionnaires, alors même qu'elle appelle au renforcement de l'hôpital, au renforcement des policiers, au renforcement, aujourd'hui, des services publics. Nous, monsieur Aziza, on n'a aucune contradiction. Oui, on renforce la sécurité, on recrute 10 000 policiers et gendarmes. Alors, oui, on renforce l'hôpital et on y met 1 des milliards, la revalorisation des soignants. Oui, ça on le fait et on l'assume, monsieur Aziza. Mais Madame Pécresse, aujourd'hui, elle est dans des injonctions contradictoires. C'est quasi schizophrénique. Alors, quasi schizophrénique, et par rapport au MoDem d'ailleurs, est-ce que c'est pas aussi quasi schizophrénique ? Quel rôle, en tout cas pour le MoDem, dont vous êtes une dirigeante dans cette campagne, la future campagne d'Emmanuel Macron, et qui incarne le mieux le centre dans la majorité ? Est-ce que c'est le MoDem de François Bayrou ou est-ce que c'est le parti Horizon d'Édouard Philippe ? Monsieur Aziza, le centre a toujours été, aujourd'hui, le MoDem. C'est notre héritage. Édouard Philippe était Premier ministre, c'est un homme politique
d'énormes qualités, un homme d'État, mais c'est un homme de droite, il le dit lui-même. Ah bon ? Donc laissez-nous le centre. Vous avez été ministre d'un homme de droite alors, hein ? Mais tout à fait, monsieur Aziza, parce que en réalité, notre projet... Et Bayrou, c'est pas un homme de droite ? Non, François Bayrou, c'est un homme du centre. Et il a réussi, parce que c'est son projet depuis toujours, de réunir des modérés de la droite, des modérés de la gauche, de les faire travailler ensemble derrière le président de la République. Et ça s'appelle quoi ? Ensemble citoyen. Alors même qu'on... Alors il sert à rien, le Parti Horizon ? Non, le Parti Horizon, au contraire, adresse à une partie de la droite de notre pays. Elle existe. Ce sont des élus locaux, ce sont des gens comme... Aujourd'hui, on voit Christian Estrosi, on voit Christophe Béchu, le maire d'Angers, qui rejoignent le Parti Horizon. Et c'est très bien, monsieur Aziza. Vous savez, nous, on n'a pas cette volonté d'imposer un seul cadre. Nous, le MoDem, ça veut dire ? Nous, Ensemble Citoyen, c'est-à-dire tous les partis qui sont réunis derrière le président de la République, qui ne font pas du bal des égaux, leur fonds de commerce, mais au contraire. Il fait du bal des égaux, son fonds de commerce ? Pas du tout. Pas du tout. Je pense à la gauche, je pense à la droite aujourd'hui. Nous, ce qu'on a en commun, ce sont des valeurs, une volonté pour la France et surtout, un programme parce que nous avons un leader. Et ce leader, c'est le président de la République. Et qui jouera le rôle le plus important aux côtés d'Emmanuel Macron quand il se sera déclaré candidat ? Est-ce que c'est François Bayrou ou est-ce que c'est Édouard Philippe ? Qui a le plus à lui apporter dans le cadre de cette campagne ? Moi, je pense qu'ils ont tous quelque chose à apporter. Richard Ferrand, François Bayrou, Édouard Philippe, bien sûr, mais aussi toutes les hommes et les femmes de notre mouvement, qu'ils soient élus locaux, élus nationaux, ou aujourd'hui faisant partie de la société civile. Alors, vous parliez d'interview de Laurent Wauquiez dans le JDD d'aujourd'hui. Alors, Laurent Wauquiez, qui reparle de l'assistanat comme risque de cancer pour notre société, et puis qui dit aussi qui pousse aussi Valérie Pécresse à parler d'identité, de défense de la France et de sécurité. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment ça vous fait réagir, ça ? Moi, j'ai l'impression que Monsieur Wauquiez se venge de Madame Pécresse en la poussant à l'écartèlement. C'est-à-dire ? Il se trouve que Valérie Pécresse a quitté le Parti républicain parce qu'elle trouvait que la ligne de Monsieur Wauquiez était trop à droite. Finalement, elle se retrouve avec Éric Ciotti en numéro 2. On ne peut pas dire que la ligne d'Éric Ciotti et celle de Monsieur Wauquiez soient très éloignées. Mais surtout, aujourd'hui, une pleine page dans le journal du dimanche où Monsieur Wauquiez revient toute trompette, ce n'est rien d'autre que mettre Valérie Pécresse en situation d'écartèlement. Non, mais il dit, je la soutiens, je veux qu'elle soit élue. Oui, mais il impose ses thèmes. Alors moi j'ai hâte de voir quels vont être les thèmes de Madame Pécresse. Est-ce que ça va être effectivement l'identité, le projet, le programme de Monsieur Wauquiez qu'elle a quitté volontairement et sciemment ? Est-ce que ça va être le projet et le programme de Monsieur Ciotti ? Ou est-ce que ça va être le programme de Valérie Pécresse, celui qui a été adoubé par les militants, les Républicains ? Ça veut dire que... Moi, ce que je vois, Monsieur Aziza, c'est que pour le moment, Madame Pécresse, elle est bien plus occupée à essayer de garder son camp uni qu'à parler aux Français, qu'à construire un programme. Ça veut dire que quelque part, vous demandez à Valérie Pécresse de répondre à Laurent Wauquiez, savoir si elle considère aussi que l'assistanat peut être un cancer pour notre société et s'il faut qu'elle mette en avant le thème d'identité, c'est ça ? Moi, j'ai hâte d'entendre Madame Pécresse nous dire déjà au second tour, face à Emmanuel Macron, face à Monsieur Zemmour, pour qui elle votera, puisque Monsieur Ciotti, son numéro 2, a déjà répondu à cette question. Moi, j'ai hâte de savoir. Et le reste sur le fond du projet ? Évidemment, sur la question aujourd'hui de l'identité, de l'économie, des familles. Vous savez, Monsieur Aziza, notre France n'est jamais plus forte que quand on est à l'aise, quand on n'est pas en train de composer ou de faire des petits arrangements entre amis. Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, Madame Pécresse, elle a intérêt à avoir fait beaucoup de gymnastique dans son enfance parce qu'elle va être dans un point d'équilibre entre draguer ceux qui regardent et ceux qui ont envie de voter pour Monsieur Zemmour, réunir et ne pas laisser sa droite se fracturer du côté de Monsieur Wauquiez, et peut-être réussir à porter son programme, mais qui en réalité est notre bilan. Vous avez fait la gymnastique, vous, quand vous étiez jeune ? Il se trouve pas du tout et ça va très bien. C'est pour ça que je suis au MoDem. Non, parce que je voulais savoir si ça faisait mal Le grand écart. Je pense que quand on n'est pas entraîné, ça peut être douloureux. Ça peut être douloureux. Alors, mais d'ailleurs, sur ce que dit Laurent Wauquiez dans le JDD, est-ce qu'il n'a pas raison de dire que le travail a perdu son sens, car la différence entre ce que l'on gagne en travaillant et que ce que l'on gagne en restant chez soi est trop faible. Est-ce que il n'a pas raison de dire ça ? Monsieur Wauquiez, il est touché d'amnésie. Il est vraiment touché d'amnésie.
ce constat, nous l'avons fait, Monsieur Aziza, nous l'avons fait nous-mêmes. On a toujours dit qu'il n'était pas normal de mieux gagner sa vie si on ne travaille pas que si on travaille. Et c'est pour ça que nous avons fait, sous l'autorité du président de la République, la réforme de l'allocation chômage. C'est pour ça que nous avons toujours fait pour que le travail paye plus avec les primes emploi. C'est pour ça que nous avons revalorisé les plus petits salaires avec quasiment un 13e mois, voire un 14e mois, quand on a, en fonction de sa situation familiale. Monsieur Aziza, j'ai l'impression qu'ils sont restés quasiment 4 ans et demi enfermés en dehors de la réalité. Le constat, nous l'avons fait, mais nous y avons déjà répondu. Et alors Valérie Pécresse, on parle encore d'elle, qui souhaite augmenter le salaire de 10% jusqu'à 3 000 € net par mois. C'est une bonne idée ou pas ? L'augmentation des salaires, c'est toujours quelque chose qui est bien, parce que nous sommes pour... 10% jusqu'à 3 000 € net, ça peut être une proposition du futur candidat Macron ou pas ? Aujourd'hui, ça ne veut rien dire poser un pourcentage comme ça. Ce qui était nécessaire, c'était répondre aux plus petits salaires. Par contre, pour un pays qui va bien, il faut partager la richesse. C'est pour ça qu'on est attaché à la participation, à l'intéressement. C'est pour ça que nous avons baissé les charges pour les plus petits salaires. Mais surtout, Monsieur Aziza, le plus important, c'est que les salaires croissent dans nos pays. Et donc, pour ça, on fait quoi ? On investit dans nos industries, on investit dans des emplois qui sont valorisés, on pousse aux carrières. Et ça, qui le fait ? Bruno Le Maire, Elisabeth Borne. Et très sincèrement, Monsieur Aziza, quand un pays va bien, il partage sa richesse et il la partage justement. Donc, c'est des effets de manche. Alors, je ne sais pas si c'est le signe que le pays va bien ou pas. En tout cas, l'extrême droite est donnée jusqu'à 35% dans les sondages, alors que la gauche, on va parler de la gauche, que tout candidat confondu atteint péniblement les 25%. Comment en est-on arrivé là, Sarah El Haïry ? Notre plus grand enjeu aujourd'hui, c'est de ne pas laisser les idées de l'extrême droite continuer à s'installer. C'est 35%, c'est déjà beaucoup trop. C'est ce que disait d'ailleurs Emmanuel Macron le soir de son élection. Ça a empiré en 4 ans et demi, 5 ans. Notre enjeu, il est de continuer à combattre ces idées d'extrême droite qui s'infiltrent. Et d'ailleurs, le pire, c'est qu'on voit une partie de la droite lorgner. C'est-à-dire qu'au lieu de les combattre, ils disent on les combat, mais ils courent derrière eux, ils utilisent leurs mêmes mots. C'est pas ce que dit Valérie Pécresse en tout cas. Oui, mais sauf que quand on regarde aujourd'hui, je suis désolée, l'interview de Monsieur Wauquiez dans le JDD, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Hein, donc, bonnet blanc par rapport à... Dans les propos, dans les propositions. Non mais entre qui et qui ? Entre aujourd'hui une partie des propositions de l'extrême droite et les propositions dans le JDD. De Laurent Wauquiez. De Monsieur Wauquiez. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il est absolument nécessaire, non pas de faire des déclarations pour lutter contre l'extrême droite, mais d'y répondre fondamentalement. Et comment on le fait ? Eh bien on le fait en investissant dans l'école, en permettant que le travail paye, par le mérite, par le courage, en aidant les plus fragiles. Voilà, Monsieur Aziza, comment on fait pour lutter contre l'extrême droite. Avec à l'extrême droite, cette concurrence entre Éric Zemmour et Marine Le Pen. Est-ce qu'il y a un candidat plus respectable que l'autre ? Et Marine Le Pen et Éric Zemmour sont 2 candidats d'extrême droite. Rien de plus, rien de moins. Je n'ai aucun respect, Monsieur Aziza, pour les candidats de l'extrême droite. Ce sont mes adversaires, je les combats et je combats leurs idées. On va parler d'Éric Zemmour quelques instants. Il considère, par exemple, que 70% pensent comme lui et Marine Le Pen, pensent comme lui, à savoir, je le cite, qu'on n'est plus en France aujourd'hui. Monsieur Aziza, quand on voit que les racines même d'Éric Zemmour, ses racines idéologiques, c'est Barès, c'est Maurras, c'est Bainville, que son entourage, c'est des gens qui sont condamnés. Je pense au directeur de Rivarol qui a été condamné sur des thèses que Monsieur Zemmour a portées lui-même. Donc il a été condamné, on va le préciser, Bien sûr. La semaine dernière. Son nom est Bourbon, je me souviens plus de son prénom. Donc il est directeur de Rivarol qui avait dit Pétain a sauvé des Juifs. Exactement. Les mêmes propos de M. Zemmour, et lui a été condamné. Il a été condamné, et donc, quand on regarde les propos qui ont été du directeur de Rivarol qui ont été condamnés, quand on regarde son entourage avec un certain nombre de personnes, je pense au neveu de Forisson, qui est celui qui s'occupe en réalité de sa carte électorale. Mais le neveu de Forisson, donc le négationnisme, mais qui assume... Mais c'est le champion du négationnisme, non, mais Forisson. Le neveu de Forisson, parce qu'on peut être neveu d'une personnalité, ne pas partager ses idées, mais qui partage, qui assume son négationnisme. Qu'il assume totalement. Et donc, quand on voit aujourd'hui l'entourage absolument antisémite autour de Monsieur Zemmour, je suis désolée, c'est l'extrême droite réunie aujourd'hui derrière un homme, par ses thèses, par les personnes qui l'incarnent, et monsieur Aziza, c'est les fondamentaux même de ce que je combats. C'est pour ça que je me suis engagée en politique. C'est-à-dire ?
Je déteste, monsieur Aziza, je déteste ces théories qui divisent les Français, qui disent qu'ils l'aiment mais en réalité qui la détruisent, qui détruisent son héritage, qui détruisent l'héritage des Lumières, qui essayent finalement d'animer le racisme et les haines. Ça, c'est l'extrême droite. Que ce soit Marine Le Pen ou Éric Zemmour, l'un et l'autre ne tiennent que les mêmes propos. Alors, vous êtes justement secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement, et je vous cite une autre citation de Zemmour. C'était il y a quelques semaines chez Laurent Ruquier, et je le cite: une équipe de France avec 8 joueurs noirs, c'est curieux. Il y a des moments dans le match où il y a 10 joueurs blacks. C'est la déclaration d'un candidat à la présidentielle, d'un homme politique, ou tout simplement d'un raciste? Pour moi, c'est la déclaration aujourd'hui qui aurait pu être dans n'importe quelle bouche d'une personne d'extrême droite. Il l'a encore prouvé. Il regarde les gens par leur religion, monsieur Aziza. Il regarde les gens et les citoyens français par leur couleur de peau. Il regarde les citoyens par leur orientation sexuelle. C'est l'opposé même du projet universaliste français, monsieur Aziza. C'est la négation de l'héritage des Lumières. Monsieur Zemmour, ce n'est rien d'autre que le grand effondrement. L'effondrement de l'héritage français. L'effondrement des Lumières. L'effondrement, monsieur Aziza, de notre vivre ensemble, l'effondrement même du rayonnement français qu'on a porté pendant des siècles. À part cet effondrement, je ne vaux rien d'autre. C'est ces thèmes de campagne qui vous font dire ça, c'est-à-dire des thèmes racistes anti-musulmans autour de la théorie du grand remplacement, de la réhabilitation de Pétain, sauveur des Juifs français, de la remise en cause du discours du Veldiv ou du procès de Maurice Papon. Il a parlé aussi, il a remis en cause la laïcité, la francité des enfants Sandler et Monsonego assassinés par Mera à l'école juive de Toulouse parce qu'ils ont été enterrés en Israël. Et puis, il remet même en cause l'innocence du capitaine Dreyfus. Tout ça, c'est ça l'effondrement? Oui, monsieur Zemmour, c'est cet effondrement de l'histoire, l'effondrement de notre économie, l'effondrement de notre vivre ensemble. C'est l'effondrement de cette France des Lumières. Mais c'est même plus que ça, puisque aujourd'hui, monsieur Zemmour, c'est le triptyque de l'extrême droite au summum. Le racisme, la haine et le mensonge. Le mensonge sur les faits historiques, le racisme et la haine au quotidien, la haine contre les Français. Les Français, oui, d'origine multiple et diverse, mais nous sommes Français. Aujourd'hui, quand on regarde les propos sur le terrain de foot, quand on regarde les propos de monsieur Zemmour pendant son meeting, quand il dit aux Français de confession musulmane, ne leur laissant même pas aujourd'hui le respect de la laïcité dans notre pays, vous devez adouber. Non mais, on ne parle pas aujourd'hui à des Français en fonction de leur couleur de peau, leur orientation sexuelle ou leur confession. On les regarde en tant que citoyens. On juge les citoyens en fonction de leurs actes, alors monsieur Aziza. Vous êtes française d'origine musulmane. Tout à fait. Quand vous entendez ça, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me choque et ça me donne une envie, monsieur Aziza. Vous ne pouvez pas imaginer de le combattre et de combattre ces idées. Parce que c'est ce qu'il y a de pire dans les relents racistes, antisémites. Vous savez, monsieur Aziza, moi j'aime la France. J'aime cette France. C'est ce que vous écrivez dans votre livre. Exactement. Et j'ai envie de cette France qui te donne toute ta chance par ton effort, par le travail, par le courage. Quand tu te lèves et que tu défends son drapeau, que tu peux construire ta vie, qu'on ne te juge pas en fonction de ton adresse ou en fonction de ton prénom. Mais quelle honte, monsieur Aziza, que notre débat politique aujourd'hui soit orienté et porté par des thèmes qu'on a imaginés enterrés, nauséabonds. Eh bien non, ils sont encore là et aujourd'hui ils sont portés au débat politique. Alors oui, mon combat contre les idées de l'extrême droite, contre les idées de monsieur Zemmour et celles de Marine Le Pen sera féroce. Est-ce qu'il est normal, est-ce que vous considérez que l'on peut articuler le débat de la campagne présidentielle autour du pétainisme, de la réhabilitation de Pétain? Ce qui est certain, c'est que Pétain a signé de sa propre main. De sa propre main, c'est pas quelqu'un qui a fait pour lui. De sa propre main. Aujourd'hui, le durcissement du statut des Juifs de France. Il l'a fait, monsieur Aziza. Et c'est pour ça qu'il faut enseigner à nos enfants l'histoire. Pour qu'ils ne se fassent pas empapaouter par des propos comme ceux que tiennent aujourd'hui monsieur Zemmour. Monsieur Aziza, ce qui est nécessaire dans cette grande campagne présidentielle, c'est de ne pas laisser monsieur Wauquiez, monsieur Zemmour ou madame Marine Le Pen faire mal à la France, retordre son histoire et laisser imaginer que nous sommes en déclin. Ce n'est pas vrai, ce sont un mensonge. Moi, ma France, monsieur Aziza, c'est celle qui crée des emplois. C'est celle qui accompagne par le travail, qui permet à notre jeunesse d'avoir une espérance, de bâtir, d'être ce grand pays avec un visage et un leader qui est le président de la République. Ça, c'est ma France, ça veut dire monsieur que vous considérez que Zemmour est en train d'inoculer un poison mortel au sein du débat politique et de la société française?
Bien sûr, il remet en cause absolument tous nos fondamentaux. Il remet en cause, en insufflant ce poison mortel, notre vivre ensemble. Et ce n'est pas un mot vain. C'est la force de cette France qui finalement va chercher le meilleur dans chacun. Monsieur Aziza, il y a une seule promesse dans notre pays. Celle du respect de l'état de droit. Nous avons un des candidats, aujourd'hui, les plus hors la loi de la ligne de départ de cette campagne présidentielle. Donc vous parlez de monsieur Zemmour. Il appelle à l'autorité, au respect des règles, à la sécurité. Il est multicondamné. Il n'arrive même pas à tenir la sécurité dans ses propres meetings. Il laisse la violence dégénérer. Il passe son temps à asséner des propos de haine et de colère. Monsieur Aziza, comment vous gardez de l'ordre? Comment vous imposez un peu d'autorité? Nous, ce qu'on fait, c'est rétablir l'ordre à l'école, en mettant le respecter autrui chez nos enfants, en mettant un service national universel pour que les jeunes et des cadres et des repères. On remet finalement la valeur travail au cœur de notre jeunesse avec le contrat d'engagement jeune où il y a des droits et des devoirs, mais d'abord des devoirs. Monsieur Aziza, notre France, elle est magnifique. Il faut certainement pas laisser aujourd'hui ceux qui ne l'aiment pas la salir et la souiller. Et ceux qui ne l'aiment pas aujourd'hui, c'est Marine Le Pen. Et c'est monsieur Zemmour. Mais est-ce que le cas Zemmour, ce n'est pas le symptôme d'un pays qui déraille aussi ? C'est, pour moi, l'illustration d'un manque de repères fondamentaux. Des repères historiques, la responsabilité des familles, monsieur Aziza, de transmettre cet amour de la France. Et c'est pour ça que nous avons besoin, aujourd'hui, de le compléter. On a chacun une responsabilité. Quand on explique l'histoire, quand on explique à quel point notre état de droit est une chance, à quel point notre pays est une chance, qu'il ne te demande pas ta carte de crédit quand tu arrives à l'hôpital, quand il te défend et que tu as le droit à un avocat devant la justice, que la justice te regarde comme un citoyen et qu'il y a la présomption d'innocence. Quand monsieur Aziza, l'école investit en toi dès ton plus jeune âge, quand on te donne à manger le matin pour apprendre dans de bonnes conditions avec les petits déjeuners, quand on te soigne, quand on te donne des lunettes, des prothèses auditives, quand on a le rallongement, je pense au congé paternité, on est cette France qui avance, cette France du progrès, et eux regardent une France qui n'existe pas, mais en tout cas qu'ils imaginent et qu'ils espèrent voir. Vous dites, on vous donne pas la carte d'identité de crédit quand vous arrivez à l'hôpital. Alors, 2 mots sur la crise sanitaire et les problèmes autour de la campagne de vaccination. On a appris cette semaine qu'une dame de 57 ans est morte du Covid à l'hôpital dans un hôpital de la région parisienne. Pourquoi ? Parce qu'elle s'était fait faire un faux pass sanitaire. Elle avait dit qu'elle avait été vaccinée, ça n'avait pas été le cas. Une question qui est dans le débat aujourd'hui. Est-ce que les personnes, les Français qui n'ont pas été vaccinés, qui sont admis à l'hôpital, éventuellement en réanimation, devraient payer au moins une partie des frais d'hospitalisation? Monsieur Aziza, les faussaires de ces passes sanitaires sont des assassins. Ça, c'est clair. Et j'espère et j'en ai aucun doute, que l'enquête montrera les responsabilités des uns et des autres. Parce que ils tuent. Les faussaires, aujourd'hui, du pass sanitaire, tuent. Sur la question qui est de faire payer a posteriori, je ne crois pas, monsieur Aziza. C'est comme si demain on disait... Ça serait contre le modèle français ? Ça serait totalement contre le modèle français. Ça serait comme dire demain, si vous êtes trop exposé au soleil ou vous avez fait trop d'UV, et bien finalement vous avez eu un comportement à risque et vous finissez avec un cancer, alors vous devriez payer. Non. Aujourd'hui, notre pays, notre santé, elle soigne tout le monde, quelle que soit sa situation. Mais nous avons aujourd'hui une seule manière de lutter. Et je crois que ce drame nous rappelle quelque chose. Le virus, la Covid, tue encore aujourd'hui. Hier, c'était 130 personnes qui ont perdu la vie. Il y a une seule manière de lutter. Le vaccin, les gestes barrières. Rien d'autre, monsieur Aziza. Vous dites que les faussaires du pass sanitaire sont des assassins. Eh bien, une autre question là-dessus. Est-ce que les assassins, ce ne sont pas ceux qui encouragent les Français à ne pas se vacciner, à ne pas se faire vacciner et à ne pas respecter le pass sanitaire? Et je vais vous citer des noms. Par exemple, Florent Philippot et ses amis qui de samedi en samedi manifestent contre le vaccin, contre le pass sanitaire. Pour sortir de cette crise sanitaire, on a évidemment le vaccin, mais pour réussir à passer ce cap, il y a une part de responsabilité individuelle et une responsabilité collective. La responsabilité collective, c'est nous qui la portons. Avoir des vaccins, avoir des soignants, soigner les gens qui sont malades. Par contre, la responsabilité individuelle, monsieur Aziza, c'est de se faire vacciner, de ne pas tenir des propos absolument mensongers ou complotistes. Et aujourd'hui, oui, on en souffre. Et un certain nombre de Français, en plus, les croient. En quelques instants. Et sur la responsabilité de leaders politiques comme Florian Philippot. Il y a aujourd'hui, dans le débat politique, énormément de propos
complotistes, gravissimes qui sont tenus. Et je crois que l'histoire nous donnera, j'en ai la certitude, raison, et à commencer aujourd'hui quand on voit que c'est le vaccin qui sauve des vies. Mais ça a des conséquences. J'étais il y a 3 jours avec des jeunes. Et monsieur Aziza, il y a encore des jeunes qui croient que le vaccin va réduire la fertilité, que le vaccin va leur faire pousser quasiment un 3e bras. Parce que certains responsables politiques seront des irresponsables. Des irresponsables qui ne permettent pas aux Français d'avoir confiance en la science. Nous n'avons jamais pris une décision qui n'est pas étayée par les autorités scientifiques. Moi, j'ai confiance dans la science, j'ai confiance dans ce vaccin, et aujourd'hui, c'est notre seule manière de lutter. Donc, si j'ai un message, vaccinez-vous. Alors, dans ce contexte de crise, de crise sanitaire, d'interrogation sur l'avenir du pays, 2 campagnes présidentielles à venir et en cours, comment réconcilier les jeunes avec le vote ? C'est notre plus grand défi, monsieur Aziza. Réconcilier aujourd'hui les jeunes et le vote, c'est redonner un sursaut à notre vie démocratique. Et il est nécessaire. Quand on voit dans le dernier sondage de l'IFOP, publié aujourd'hui dans le journal du dimanche, que presque plus de 40% des jeunes ne pensent pas à se déplacer pour aller voter aux prochaines élections présidentielles, ça me glace. Mais je ne le découvre pas. Alors, parce qu'au lendemain des élections régionales, j'ai réuni les mouvements politiques de jeunesse, j'ai réuni les mouvements syndicaux pour leur dire comment finalement on recrée un parcours de citoyenneté, et c'est ce que nous sommes en train de faire avec des idées très concrètes et un projet qui est construit avec eux. Est-ce que la solution, ce n'était pas d'abaisser à 16 ans le droit de vote, comme le proposait le Parti Socialiste dans une proposition de loi débattue jeudi au Sénat et refusée par le gouvernement ? Monsieur Aziza, il n'y a pas de baguette magique pour lutter contre l'abstention. Et aujourd'hui, baisser le droit de vote à 16 ans, ce n'est pas une manière, une solution pour lutter contre l'abstention. Notre enjeu aujourd'hui, c'est de faire et de reconstruire une confiance entre l'expression démocratique et l'engagement. On a une jeunesse dans notre pays qui est fondamentalement engagée. C'est un vrai paradoxe. Je la vois tous les jours. Elle marche pour le climat, elle signe des pétitions, elle s'engage dans les assos, elle milite parfois dans des organisations syndicales, mais elle ne vote plus. Parce qu'elle n'a pas confiance aujourd'hui dans la puissance du vote. Moi, mon job, monsieur Aziza, c'est de faire que ces jeunes-là aillent voter et complètent leur engagement politique, leur engagement sociétal. Et vous pensez pouvoir y parvenir avant avril 2022, avant la présidentielle, avant le premier tour ? Je suis fondamentalement une militante, une engagée. On ne lâchera rien parce qu'il y a dans ma famille politique aussi des propositions qui sont portées et qui sont portées d'ailleurs par une tribune du Forum français de la jeunesse qui s'exprime certes sur le droit de vote à 16 ans que je ne porte pas parce qu'aujourd'hui les jeunes ne sont pas prêts, armés, équipés. Et d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, il faut renforcer l'éducation civique et morale. Il faut aujourd'hui plus construire avec eux, il faut plus de transparence, mais il faut aussi moderniser nos manières de voter. Le vote par correspondance, le vote électronique, la proportionnelle, avec peu de chance et tout que ça, ce soit fait avant 2022. Alors, il va être aussi question de l'Europe dans le cadre de la campagne présidentielle, qui va se télescoper avec la présidence française de l'Union. Emmanuel Macron a annoncé jeudi, dans le cadre de sa conférence de presse, la mise en place d'un service civique européen de 6 mois, et qui est d'ailleurs dans votre domaine de compétences ministérielles. Alors, comment, pourquoi, et qui pourra bénéficier de ce service civique européen? Une énorme avancée. Quand on parle tout à l'heure, Donc expliquez-nous de quoi il s'agit. Exactement. Parce que les gens qui nous écoutent ne savent Avec pas grand forcément plaisir. De quoi il s'agit. C'est une grande avancée parce que c'est un projet. Le service civique européen, c'est aujourd'hui un projet qui va permettre aux jeunes de moins de 25 ans de partir 6 mois en Europe, de vivre cette identité européenne, cette appartenance à ce grand projet de valeur en réalité. Ça va bien être quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau qui vient s'appuyer sur des choses sur lesquelles la France est leader. La France est tellement leader aujourd'hui des mobilités que nous avons le corps européen de solidarité, nous avons Erasmus+. Mais est-ce que c'est pas Erasmus, c'est le service civique européen? Non, c'est élargi. Parce qu'aujourd'hui, Erasmus+, c'est principalement pour les apprentis, pour des stages. Notre projet, et le projet du président de la République, c'est de permettre l'engagement dans l'intérêt général, l'engagement dans des causes associatives, et finalement créer une mixité de parcours. Alors, donc 6 mois et ne pas réserver l'Europe uniquement aux étudiants. 6 mois à l'étranger, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment? Ça veut dire très concrètement. À partir de quand et qui peut être concerné par ça? Combien de jeunes d'ailleurs par an? Tous les jeunes entre 18 et 25 ans. Monsieur Aziza, nous avons un effort budgétaire historique. Plus de 28 milliards d'euros sur 2021, sur le 2026. C'est permettre à
des jeunes, qu'ils soient français, espagnols, italiens, allemands, de venir découvrir un autre pays, sa culture, la puissance française. Pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Le même pays ou plusieurs pays différents? On pourra faire plusieurs pays. Mais pourquoi, monsieur Aziza, on fait ça? Parce que les réponses quotidiennes aujourd'hui de nos grands enjeux, que ce soit le numérique, que ce soit l'industrie, que ce soit l'environnement, ce seront des réponses européennes. Et pour ça, nous avons besoin d'un sentiment, d'une identité européenne plus forte. Et pour ça, aujourd'hui, la France est en avance parce que nous avions déjà un service civique européen, mais pour les jeunes Français, nous avions déjà des volontariats, on est en avance, volontariat international en entreprise, volontariat international en administration, nous avons des projets d'échange avec l'OFAGE, avec l'Allemagne en particulier. Donc, nous étions tellement en avance qu'aujourd'hui nous pouvons porter ça à l'Europe et l'élargir. Donc ça veut dire que c'est pour faire vivre quelque part l'Europe, pour faire avancer l'Europe. Ça va être une proposition dans le cadre de la présidence française de l'Union. À partir de quand ça peut se mettre en place? Et est-ce qu'il faut un accord de tous les pays européens ou c'est acté, ça va se faire? C'est un projet qui réunit vraiment beaucoup de pays européens. Là, nous avons simplement à mettre en œuvre les dernières organisations opérationnelles pour que les jeunes européens puissent en bénéficier. Et ça vient s'appuyer dès la rentrée de janvier, monsieur Aziza, ça sera très vite lancé. D'ailleurs, mais à partir de quand ça sera effectif? Dès le moment que les derniers arbitrages opérationnels seront faits, et nous l'avons déjà testé chez nous, en France, avec un service civique européen, avec l'Italie, avec l'Allemagne, pour déjà avoir de l'avance, et nous sommes en avance, donc nous avons des exemples, et nous avons levé toutes les difficultés techniques. Donc en France, ça pourrait concerner combien de jeunes, et quel est le budget? Nous avons un budget de 28 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'il y aura autant de places que de jeunes qui ont envie d'y aller. Ce ne sera pas une limitation budgétaire, parce que tout à l'heure... 28 milliards d'euros, c'est-à-dire 28 milliards d'euros aujourd'hui engagés autour des programmes de mobilité de la jeunesse, au niveau dont Erasmus+, au niveau européen, monsieur Aziza. Budget européen. Combien pour la France? Ça sera autant de jeunes. Nous avons aujourd'hui 245 000 jeunes qui sont en service civique en France. Ils auront vocation à bénéficier aussi des mobilités européennes. Nous avons plus de 80 000 aujourd'hui volontariats de corps européens de solidarité. Vous savez, moi, mon ambition, mon enjeu, c'est que l'Europe, elle soit vécue au plus proche, qu'on soit d'Aurillac, de Nancy, de Nantes, de Paris ou de Vierzon, qu'on se dise l'Europe, c'est pour moi aussi. Et là, on aura gagné un combat. Alors, pourquoi ce livre que vous venez de publier avec ce titre Envie de France? Pourquoi d'ailleurs le choix de ce titre Envie de France? Parce qu'aujourd'hui, on est face à ces grands déclinistes, à ces faux amoureux de la France qui la trahissent, qui la blessent, qui, pour moi, sont finalement la négation même de l'héritage qui m'a été transmis. Moi, j'ai beaucoup reçu, monsieur Aziza, beaucoup reçu de la France. J'ai reçu une éducation, j'ai reçu une culture, j'ai reçu une histoire, j'ai reçu une fierté. Une fierté parce que c'est un pays qui a cette responsabilité de leader, d'éclaireur. Sa parole compte. Et je l'ai vu quand j'ai eu la chance de participer aux réunions des conseils des ministres européens. J'ai vu à quel point les autres nous regardaient, à quel point nos mots comptaient pour les autres. Et tout ça fait que nous avons une responsabilité. Et cette envie de France, ce livre, je l'ai écrit parce que le plus grand enjeu que nous avons, c'est de faire que les jeunesses françaises ne se tapent pas dessus, qu'elles vivent ensemble, que finalement elles se comprennent, qu'elles débattent des religions, qu'elles débattent de la laïcité, qu'elles débattent de la liberté de la presse, de la liberté de conscience, et qu'elles ne tombent pas dans les travers de l'extrême droite, qui aujourd'hui prennent des visages plus ou moins doux, plus ou moins jeunes, et leur laissent croire qu'en se tapant dessus, monsieur Aziza, la France serait plus belle ou plus grande. Ils regardent le 19e siècle, on est au 21e siècle. Ils regardent les gens par leur couleur de peau, par leur religion ou par leur adresse. Bon sang, monsieur Aziza, est-ce que c'est ça la France? Bien sûr que non. Alors, comme vous parlez de laïcité, comme chaque année la communauté éducative s'est mobilisée, c'était le 9 décembre, donc la semaine dernière, pour la journée de la laïcité. Selon un récent sondage IFOP, 63% des jeunes considèrent que la laïcité est aujourd'hui en danger en France. Est-ce qu'ils ont raison? Bien sûr, ils ont raison, monsieur Aziza. Et pourquoi ont-ils raison? Les jeunes aujourd'hui ont raison de dire que la laïcité est en danger. Parce que pendant trop longtemps, nous l'avons pas enseignée, nous l'avons pas transmise, on a considéré que c'était acquis. Au point même où plus personne n'arrive à la définir. Alors c'est quoi la laïcité? C'est le droit de croire ou de pas croire. C'est le droit d'être protégé dans la pratique de sa religion. C'est le fait d'avoir aussi une responsabilité de neutralité des agents de service public. Et elle était tellement en danger que nous avons dû, sous le courage du président, parce que c'est le courage du président de la République qui l'a permis, renforcer les principes avec la loi qui lutte contre les séparatismes, avec la loi
loi qui lutte contre les radicalisations, en fermant des lieux de culte où on prêche la haine, en renforçant un parquet antiterroriste. Pourquoi ? Parce qu'il y a des idéologies qui sont aujourd'hui mortifères. C'est l'islam politique et c'est l'extrême droite. Vous dites islam politique ou islamisme politique ? Islamisme politique, c'est plus juste. Mais aujourd'hui, ce sont des idéologies qui tuent. Et pour combattre contre ces idéologies et pour ne pas laisser une haine anti-musulmane s'installer dans notre pays, comme essaye de le faire vivre l'extrême droite, eh bien, il faut être clair avec nos principes et nos valeurs. Qu'est-ce que vous dites aux musulmans qui n'y croient pas à propos de la laïcité? Comment vous leur expliquez que la laïcité est une chance pour la France? La laïcité, elle protège, monsieur Aziza, elle libère, elle permet à chacun d'être regardé par la France comme un citoyen. Et quand je dis elle libère, elle protège, c'est la laïcité qui te permet, de pratiquer ta religion si tu le souhaites, tant que tu respectes les lois de la République. Il n'y a qu'une règle. Il n'y a aucune loi au-dessus de la loi de la République. Quand on parle d'égalité, qu'est-ce qui permet l'égalité de traitement entre tous les citoyens ? C'est la laïcité, c'est la liberté, c'est l'égalité. Et cette fraternité n'est rien d'autre que finalement le liant. Il n'y a pas un principe après l'autre, l'un qui vit sans l'autre, tout est lié. Et monsieur Aziza, ceux qui en ont le plus besoin, et parce que moi je ne veux pas qu'on tombe dans le modèle américain, je ne veux pas qu'on déboulonne nos statuts, je ne veux pas laisser la cancel culture, les intersectionnels et les wokistes gagner ce combat. Alors justement, ça me convient de vous poser une question sur Ramayad. Ramayad, ancienne secrétaire d'État de Nicolas Sarkozy, qui vit désormais aux États-Unis, à Washington, a récemment déclaré subir une micro-agression lorsqu'elle passe à Paris devant la statue de Colbert à l'Assemblée nationale. Elle s'indigne aussi que les universalistes républicains aient supprimé l'antiracisme de leur matrice. Qu'est-ce que vous lui répondez, Ramayad ? Monsieur Aziza, je suis une antiraciste. Une antiraciste fondamentalement. Je lutte contre toutes les discriminations. Je ne hiérarchise aucune d'entre elles. Sauf qu'aujourd'hui, le racialisme, c'est le nouveau racisme. C'est le nouveau racisme. C'est-à-dire précisément comment vous expliquez ça ? Quand on considère que aujourd'hui le combat c'est la lutte des races, alors c'est le nouveau racisme. Aujourd'hui, monsieur Aziza, on essaye d'importer, l'extrême gauche essaye d'importer une vision américaine de notre société. Celle du wokisme, de l'intersectionnalité, de la cancel culture. Ça veut dire quoi très concrètement pour ceux qui nous écoutent ? C'est que les Américains, ils vivent par communauté. Communauté mexicaine, communauté portoricaine, communauté... Mais monsieur Aziza, c'est pas notre projet. Aujourd'hui, on est français. On n'est rien d'autre que français. On construit ensemble. Et quand madame Ramayad finalement accepte et adhère à cette thèse-là, elle oublie toutes nos racines, elle oublie tout notre héritage. Et donc, moi, je ne veux pas qu'on tombe dans cette tenaille identitaire. D'un côté, l'extrême gauche, portée par monsieur Mélenchon, portée par les propos de Sandrine Rousseau, qui veut en réalité non pas déconstruire que les hommes, elle veut décortiquer et déconstruire la France. La société française ? Mais bien sûr. Le modèle français ? Le modèle français, l'héritage français, l'universalisme français. Et c'est pour ça, monsieur Aziza, que finalement, cette semaine, nous avons vu que le bal des égaux au sein de la gauche française. C'est dramatique, mais s'ils n'arrivent pas à se mettre... Qu'est-ce que ça vous inspire d'ailleurs, ce qui se passe au sein de la gauche française ? C'est dramatique. Moi, j'aurais adoré que la gauche ait un projet et qu'elle le porte. Sauf que nous avons vu une semaine où c'était le bal des égaux. C'était finalement... Donc le bal des égaux, c'est appelé à la primaire par Anne Hidalgo, c'est ça ? Exactement, c'est des petits arrangements entre amis. C'est monsieur Montebourg qui appelle en direct sur Twitter ses amis, son ami Jean-Luc Mélenchon ou Yannick Jadot. Monsieur Jadot qui répond finalement en meeting. Monsieur Aziza, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que la gauche n'a plus de boussole. Il y a des hommes courageux. Je pense à monsieur Fabien Roussel, qui est le patron du Parti communiste français, qui tient des propos républicains clairs, qui défend la laïcité. Comment voulez-vous qu'il ait un seul point commun avec monsieur Mélenchon ou Sandrine Rousseau ? Vous avez plus d'atomes crochus avec monsieur Roussel qu'avec, par exemple, Valérie Pécresse ? J'ai plus d'atomes crochus. Sur les questions de laïcité et de république, j'ai plus d'atomes crochus, c'est certain, avec monsieur Fabien Roussel qu'avec madame Rousseau. Ça, c'est clair. Non, je parle de madame Pécresse. Monsieur Aziza, sur les questions de république, moi, j'attends de voir. Parce que ce qui se pose aujourd'hui comme question, si vous voulez parler de madame Pécresse, c'est est-ce que c'est les propos de madame Pécresse sur la laïcité, ou est-ce que c'est les propos de monsieur Ciotti, ou est-ce que c'est les propos de monsieur Xavier Bertrand ? On ne sait plus. Donc, j'attends que madame Pécresse clarifie son projet et je pourrai répondre à votre question. Mais ce qui est certain, c'est que cette gauche n'existe plus parce qu'aujourd'hui, son bilan, ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas de valeur, ils n'ont pas de projet. Et pendant 5 ans, monsieur Aziza, on a fait ce dont ils ont rêvé. Ils ont rêvé de l'allongement du congé de paternité, nous l'avons fait. Ils ont rêvé aujourd'hui, le renforcement de l'hôpital, on a fait le Grenelle. Ils ont rêvé, monsieur Aziza, du dédoublement des classes de CP, on l'a fait.
Ils ont rêvé de protéger les familles monoparentales. On a aujourd'hui, depuis le 1er janvier, le versement des pensions alimentaires. Monsieur Aziza, ils n'ont rien fait pendant 5 ans. Et aujourd'hui, eh bien, ils sont dans un bal des égaux. Autre question qui a rapport avec la laïcité. À la demande de la France, le Conseil de l'Europe a retiré des réseaux, c'était le mois dernier, la campagne lancée à son initiative pour promouvoir la diversité autour du slogan « La liberté dans le hijab ». Alors sur les visuels de cette campagne, on voyait plusieurs femmes qui apparaissaient avec une partie du visage voilé accompagnée du slogan « La beauté est dans la diversité comme la liberté est dans le hijab ». Comment vous expliquez qu'une telle campagne, on sait donc que la France a demandé son retrait, elle a obtenu de cette campagne, mais comment vous expliquez qu'une telle campagne ait pu être validée par les instances européennes ? Ce qui est certain, monsieur Aziza, c'est que la liberté, on l'enseigne avec Jean-Michel Blanquer à l'école, pour ne pas laisser imaginer que des campagnes comme ça aient un retour ou un écho chez nos enfants et chez nos jeunes. Avec Clément Beaune, avec Marlène Schiappa, nous avons lancé une offensive massive, monsieur Aziza, pour regarder, identifier tous les réseaux qui aujourd'hui gangrènent les instances européennes, le Conseil de l'Europe. J'ai été moi-même aller voir la secrétaire générale du Conseil de l'Europe, monsieur Aziza, parce que c'est scandaleux de laisser imaginer des campagnes comme ça se reproduire. Alors, des enquêtes sont en cours, on aura un certain nombre d'informations, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une offensive, et cette offensive, aujourd'hui, elle est réelle et il faut combattre. Offensive de quoi ? Des islamistes ? Bien sûr, ou des compagnons de route des islamistes. Moi, les deux réunis avec leurs alliés. Vous voyez qui parmi les compagnons de route des islamistes ? Eh bien, aujourd'hui, toute l'extrême droite, monsieur Aziz, toute l'extrême droite qui sert d'alibi et qui les aide, et l'extrême gauche qui porte leur thèse. C'est-à-dire, vous mettez un signe égal entre extrême droite et extrême gauche ? Tenaille, exactement, monsieur Aziza. C'est la tenaille identitaire. Les deux servent aujourd'hui le même dessein, celui de détruire le modèle français, celui de l'universalisme, celui du vivre ensemble et celui d'une France puissante, fière. Vous avez parlé tout à l'heure de l'islamisme politique ou de l'islam politique et du terrorisme. Est-ce que l'islamisme politique est l'antichambre du terrorisme ? L'islamisme politique est aujourd'hui, de fait, créateur d'actes terroristes. Et ce qu'il est nécessaire de rappeler, c'est que moi, je veux bien voir les coups de menton des uns et des autres. Sauf qu'en réalité, qu'est-ce que nous avons fait ? On a déjoué 36 attentats terroristes. On a recruté 10 000 policiers et gendarmes dans notre pays. On a recruté plus de 1900 agents pour les renseignements, monsieur Aziza. Renseignements, ça veut dire avoir plus d'informations sur ces réseaux. On a créé un parquet antiterroriste. Nous luttons contre ces terroristes dans l'idéologie, dans la pensée, dans nos écoles, dans nos universités. Et en plus, eh bien, on les condamne, on les attrape et on lutte contre eux sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est ce que nous faisons, alors que les autres, les candidats actuellement, eh bien, ce sont que des vœux pieux. Et en plus, ils n'ont même pas l'honnêteté de regarder que le combat aujourd'hui devrait nous unir. Et je dois dire aussi à nos auditeurs que si vous parlez ainsi, c'est parce que vous-même, votre famille a été marquée par les attentats islamistes de Casablanca du 16 mai 2003. Racontez-nous ce qui s'est passé. Monsieur Aziza, il se trouve que moi, j'ai grandi une partie de ma vie au Maroc. Vous êtes né en France, mais vous avez vécu une partie jusqu'à 14 ans au Maroc. Exactement. Et ensuite, même, j'y suis retournée pour passer mon baccalauréat au lycée français de Casablanca. Moi, ce que nous avons vécu, c'est... eh bien, elle être attaquée dans sa propre chair, dans ce qu'on a de plus précieux, un lieu qui te tient à cœur, parce que nous avions, eh bien, un lieu festif, un restaurant avec des associés qui étaient marocains, juifs, séfarades, et j'ai grandi dans cette diversité de culture, monsieur Aziza, qui m'a construit, qui est ma fierté et qui est le modèle français. Parce que le 16 mai 2003, c'était un attentat islamiste à Casablanca. Antisémite, quelque part. Hein. Donc les 5 attentats islamistes qui ont pris pour cible un hôtel et un restaurant accueillant des étrangers, le bâtiment social de l'Alliance israélite, le cimetière juif de la ville, le consulat de Belgique, mais donc aussi la pizzeria de vos parents, Positano, qui était donc celle de vos parents associée à une famille juive. Tout à fait. 33 morts au total. Dans cet attentat, malheureusement, chez nous, on a eu que des blessés, pas de morts, et heureusement. Mais monsieur Aziza, ça dit quoi ? Ça dit que cette idéologie, elle tue chez nous, en France, elle tue partout dans le monde, et que ce combat doit être d'une énergie et un combat de tous les instants. Un dernier mot peut-être, monsieur Aziza, sur ce combat, parce qu'il est nécessaire. Les faussaires, monsieur Aziza, ce sont les propos aujourd'hui de monsieur Zemmour et de Marine Le Pen, qui, sur les Cassandres, aujourd'hui, ils n'ont que des vœux pieux. Et il ne faut pas nous laisser enfermer dans cette tenaille entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Il n'y a que l'action qui compte. Et pendant 5 ans, nous avons fait, et c'est bien ça qui renforcera notre pays. Comment vous expliquez aussi la résurgence de l'antisémitisme dans les quartiers populaires, provenant d'une jeunesse radicalisée, obnubilée par la haine d'Israël ? Comment en est-on arrivé là ?
On en est arrivé là parce que on a tourné le dos, parce qu'on n'a pas voulu, Monsieur Aziza, assumer d'expliquer c'est quoi la laïcité, d'assumer c'est quoi notre histoire. Et donc finalement, on a laissé se ghettoiser des quartiers et on a laissé malheureusement subir à une partie de notre jeunesse le fait de partir d'enlever sa kippa ou de cacher sa croix. Alors même que dans notre pays, personne ne doit t'interdire d'enlever ta kippa dans la rue si tu souhaites la garder. Là où on l'enlève, oui, c'est dans le lycée, oui, c'est dans le collège, parce que ce sont des sanctuaires républicains, comme on enlève son foulard en arrivant au lycée ou au collège, parce que ce sont les lieux où on éclaire les esprits critiques. Et ça, c'est la France, c'est cette grandeur-là, Monsieur Aziza. Beaucoup ont utilisé ça comme un fonds de commerce. En réalité, ils ont caché sous le tapis, tout ce qui les embêtait. Pour d'autres, ils ont fait des alliances avec certains communautaristes. Résultat des courses, nous avons dû faire une loi, puis renforcer un parquet, et puis surtout donner des moyens au renseignement pour ne pas laisser ça s'installer. Alors vous qui avez des parents d'origine marocaine, quel regard vous portez sur cet accord de normalisation diplomatique, de cet accord de paix intervenu il y a tout juste un an entre Israël et le Maroc? Moi, j'en suis très heureuse, Monsieur Aziza. Un an que quand le Maroc et Israël regardent dans le même sens, c'est que ça va aller, c'est que ça va bien. C'est un espoir de pacification des relations, c'est un espoir de paix, c'est un espoir pour les musulmans et les juifs dans leurs relations dans le monde, parce que le Maroc et Israël ont un rôle très particulier avec la France, d'apaisement et d'élan. Il se trouve que j'étais avec Henri Cohen-Solal il y a quelques jours et le père Pedro avec une association qui s'appelle les Maisons Chaleureuses. Et quand finalement on a vu des jeunes Israéliens aller au Maroc grâce au sport, le judo, et finalement des jeunes Marocains qui vont en Israël, je pense que finalement ces lumières que la France est héritière, sont en train de vivre. Et donc je m'en félicite et j'en suis même très personnellement très heureuse. Merci Sarah El Haïry d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.